Bonjour. Bonjour tout le monde. Merci d'être ici, en live et en diffusé. Je m'appelle Didier Morelli. Je travaille à la revue Espace. Je me souviens pas de mon titre officiel. Rédacteur adjoint. Oui, merci. Le rédacteur en chef est dans la salle, donc je dois faire attention au titre que je me donne. Et donc, on est ici pour un panel, une séance à la Foire Papier sur l'idée de la chaire. Et cette idée sort du prochain dossier de la revue Espace qui, au lieu de parler à la caméra, je vais vous parler à vous. C'est très bizarre de parler à la caméra. Cette idée sort du prochain dossier d'Espace qui va sortir le mois prochain, en fait, dans quelques jours. Et donc, on a trois panélistes deux des panélistes font partie du dossier, ont écrit des articles, et une autre panéliste a déjà fait partie d'un dossier précédent. J'ai écrit un texte sur son travail et un travail de commissariat et artistique qui est très relié à la notion de chair. Donc, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Commençons avec... Est-ce que j'ai mon PowerPoint? Juste, voilà la couverture en primeur du prochain dossier, Chair, avec une image de Jess Fan en couverture. Jess qui se retrouve dans le dossier. Donc, Chair numéro 132. Donc, je vais faire une introduction rapidement de chaque panéliste, un par un. Puis, en fait, je vais la faire au début, puis après ça, on va se lancer dans la conversation. Donc, on a Itai Sapir, qui est professeur d'histoire de l'art à l'Université du Québec à Montréal, spécialiste de l'art européen du 15e au 17e siècle. Ses nombreuses publications portent sur des artistes tels que Caravage, Claude Lorrain et Giuseppe de Ribera, ainsi que sur les liens entre la peinture d'un côté et la philosophie et la science de l'autre. Il publie régulièrement des recensions d'expositions et d'ouvrages dans des revues québécoises telles qu'Espace Art Actuel, S Art Opinion et Spirale. Docteur de l'Université d'Amsterdam et de l'EHESS, L-E-H-E-S-S, de Paris, Itai Sapir a été chercheur invité à la Freie Universität de Berlin durant l'année 2018 à 2019. À sa gauche, on a Julia Ayler-Smith, qui est la conservatrice de recherche Max Stern à la galerie Leonard et Bina Ellen de l'Université de Concordia. Elle détient une maîtrise du Center for Curatorial Studies, Bard College, et un baccalauréat en histoire de l'art de l'Université du Québec à Montréal. Elle a travaillé à titre de commissaire adjointe au ICA London ainsi qu'au Hessel Museum of Art à Annandale-on-Hudson, New York, après avoir été responsable des expositions à la SBC Gallery d'art contemporain à Montréal. Et ensuite, nous avons Cécilia Brackmore, qui est une artiste et commissaire française-canadienne ayant des origines caribéennes de Martinique et de Guadeloupe et vivant à Montréal. Sa pratique artistique et curatoriale se concentre sur les notions d'identité, individuelle ou collective, de mémoire, d'histoire, afin de découvrir d'autres angles de vue et obtenir des nouvelles lectures de ces notions et du monde actuel. Elle favorise dans son art ou dans ses projets le mélange de genres, la transdisciplinarité et l'expérimentation. Titulaire d'un master's en médiation culturelle et communication à Paris 3 Sorbonne Nouvelle, d'une licence en philosophie de l'art de Paris 1 Panthéon Sorbonne et d'un BA en Fine Arts à Bishop's University, elle participe à de nombreux projets dans le milieu des arts visuels à Paris et à Montréal. Donc, merci à vous trois. Et ce qu'on va commencer aujourd'hui, c'est avec chaque panéliste va un peu parler de leur contribution au dossier. Et Cécilia un peu près de sa pratique. Et donc, le premier article dans le dossier est... avant de se rendre là, j'ai oublié. Parler un peu de l'origine du dossier. C'est le premier dossier que je dirige à Espace. Dès la première semaine à Espace, il y a maintenant 1 an, j'ai demandé à André Louis si ce serait possible de faire un dossier sur la chair. La chair m'intéresse tant d'une perspective phénoménologique que d'une perspective plus contemporaine à travers Critical Race Theory, Black Studies, pour parler de matérialité du corps,
dispossession et différents éléments culturels et économiques et sociaux qui sont courantes aujourd'hui. Et une des œuvres que j'avais en tête au début, quand j'ai proposé le dossier, était cette œuvre de Stanley Février, Cette chair, qui a été faite en 2017 et qui est maintenant appartient au Musée national des beaux-arts du Québec, où est-ce qu'on voit Stanley Février à genoux avec les mains dans les airs. C'est une œuvre qui a été créée dans un contexte nord-américain global, avec une résurgence de la conversation autour du mouvement Black Lives Matter, autour de questions de racisme systémique, mais aussi de violence. Le meurtre de George Floyd en 2020 fait ressurgir cette conversation, mais je crois que l'œuvre de Stanley, à travers sa carrière, continue aujourd'hui vraiment à poser cette question sur la chair, spécifiquement la chair afro-canadienne, caribéenne, afro-américaine aussi, qui est assujettie à un type de violence au quotidien et qui violence policière, mais aussi violence dans tous les jours et qui est transformée par cet environnement qui est violent. Donc, le panel a pris le titre « Cette chair » et c'est un clin d'œil un peu à l'origine du dossier pour moi. Passant de ça, le premier article dans Cette chair, quand on a fait les propositions, on a reçu plusieurs propositions, mais seulement une proposition qui nous ramenait à la peinture, ou qui nous ramenait un peu à une époque non contemporaine, qui nous ramenait à avant. Et pour nous, c'était super important d'avoir cette notion de chair qui est tellement importante à la peinture classique, romantique, et d'en discuter, mais d'en discuter avec un spin contemporain, avec son actualité aujourd'hui et comment elle s'engage un peu dans les discours qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est le texte de Itai. Et donc, Itai, je t'inviterais un peu à nous donner un résumé, un aperçu de ce que tu présentes dans le dossier. Merci, bonjour. Merci pour l'invitation aussi. Je suis vraiment content d'être là avec vous trois et sous la houlette d'Espace que j'aime bien. Et donc, la réflexion sur cet article n'a pas commencé avec la chair, même si assez vite elle y est arrivée. La question qui m'intéressait au début, c'était une question qui m'occupe beaucoup dans ma vie quotidienne, je dirais, de quelqu'un qui enseigne, qui écrit sur l'art du passé plus ou moins lointain. Et un art qui est très souvent, disons, aujourd'hui, semble être scandaleux de plusieurs raisons, souvent liées justement à la question de la chair, la représentation de la chair de qui, la chair en train de subir quoi, etc., etc. Et plus particulièrement, le cas d'étude, entre guillemets, qui m'a enclenché cette réflexion était une exposition qui a eu lieu dans plusieurs endroits, en Europe d'abord et puis à Boston ensuite, et qui a montré 6 peintures du peintre vénitien du XVIe siècle, Titien, la grande star de la peinture vénitienne du XVIe siècle, qui a représenté très souvent la chair, surtout la chair féminine, dans des situations d'agression, de violation, de violence de toutes sortes. Et dans ces cas-là, souvent dans le contexte, ou toujours d'ailleurs dans le contexte de scènes mythologiques, donc de scènes très ancrées dans la culture de son temps, et des scènes fondatrices, on peut dire, de la réflexion sur la différence de genre, sur la corporalité et la spiritualité différemment dosées dans les genres différents, etc., etc. Donc, un art qui est vraiment vu par les yeux d'aujourd'hui, un art très problématique, et notamment donc, dans sa représentation de la chair et dans sa représentation qu'on peut vraiment appeler de manière anachronique, mais tout à fait pertinente, sexiste de la chair. Et il se trouve que donc cette expo-là, que je visitais à Boston, mais que dont j'ai pu voir la documentation dans les 3 autres itérations qui ont eu lieu en Europe, et a représenté ce corpus d'œuvres de 2 manières très différentes, et qui a changé donc lors du passage de l'Atlantique. Et quand l'expo est arrivée à Boston,
elle a beaucoup changé. Et dans un sens que je trouvais très positif et très productif pour justement la réflexion qu'on peut avoir aujourd'hui sur ces œuvres-là, sur les œuvres du passé et sur comment on les approche aujourd'hui. C'est-à-dire que, bon, je commençais en disant que c'est un sujet qui m'occupe beaucoup dans ma vie quotidienne parce que on se trouve un peu nous les personnes qui travaillent qui travaillons sur ce corpus-là, et on se trouve souvent un peu entre le marteau et l'enclume en quelque sorte, et entre d'un côté de personnes d'ailleurs assez minoritaires et en fin de compte qui nous disent c'est un corpus qui n'a plus de valeur, qui est vraiment trop problématique pour en parler, passons à autre chose. Oublions ces œuvres d'art de ces hommes blancs morts depuis 4 siècles et passons à des choses plus actuelles, plus pertinentes. Et de l'autre côté, un camp beaucoup plus important malheureusement, de ceux qui disent justement, qui essayent soi-disant de nous protéger, de nous défendre en disant « Ah, ces progressistes-là, ces woke-là ne vous laissent plus parler de ces œuvres-là, ils veulent qu'on n'en parle plus, et on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien montrer, etc., etc. » Vous connaissez très bien tout ça. Et donc, moi qui essaye, moi parmi beaucoup d'autres, qui essaye quand même de parler de ces choses-là, parce que je pense que c'est quand même important, mais d'en parler d'un point de vue qui respecte les intérêts du présent et les sensibilités du présent. Et j'ai trouvé dans cette exposition-là à Boston une espèce d'allié ou de modèle très intéressant pour justement traiter ces questions charnelles, pour ainsi dire, d'une manière qui est à la fois très historique, qui vraiment s'intéresse au passé avec toutes ces zones d'ombre et ces positions vraiment très choquantes parfois, et en même temps qui ne regarde pas le passé que par les yeux, soi-disant, du passé, mais qui regarde vraiment le passé par les yeux du présent, parce que de toute façon, nous, on se trouve au présent et on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas essayer de gommer ces 400 ans qui sont passés depuis et de faire semblant de vivre dans le XVIe siècle, de regarder ces œuvres à travers les yeux de Titien et de ses contemporains. Donc, bref, je ne vais pas faire toute l'histoire de l'article, vous allez le lire, j'espère. Mais en gros, l'exposition de Boston, justement, a pris les mêmes œuvres que l'exposition de Londres, d'Hambourg et de Madrid, mais avec un changement de titre, avec l'ajout de 2 œuvres contemporaines et un changement de discours aussi curatorial, commissarial, qui a fait que, justement, ce point de vue du présent a été exprimé de manière beaucoup plus à la fois respectueuse, mais aussi quand même respectueuse à la fois du passé et du présent, et du public, des publics qui allaient visiter l'exposition. Donc j'imagine que j'ai déjà pris tout mon temps, et je peux rentrer dans le détail peut-être plus tard. Oui, on peut revenir après. Comment ça s'était fait et comment je pense qu'on devrait utiliser ou faire la même chose quand on a des cas tels que ces œuvres de Titien qui traitent de la chair, mais d'une manière qu'aujourd'hui serait difficile à digérer. Voilà. Super, merci. Oui, on reviendra à cette question-là. Je pense qu'avec des commissaires présents puis différentes conversations, c'est une des questions auxquelles on peut revenir, contextualiser la chair, contextualiser ces images. Donc, on fait juste passer à travers le dossier rapidement. On voit les merveilleuses images de Titien. Et ensuite, vers la fin de l'article, Itaï faisait allusion aux œuvres plus contemporaines. Donc, une de Barbara Kruger qu'on voit ici. On peut y revenir après pour en parler un peu de comment cette intervention contemporaine a du succès ou pas. Je pense que c'est créé pour l'exposition. Créé pour l'exposition, exactement, a du succès ou pas. Et l'autre de Mary Kelly et Mary... c'est 2 personnes. Oui. Pareil, Oui, c'est écrit trop petit, exactement. Mary et James Reed Kelly, oui, exactement. Donc, on y reviendra après pour en parler de façon un peu plus détaillée. Ensuite, à travers le dossier, un peu plus loin, on saute à travers le temps, on saute géographiquement, mais on se retrouve encore dans la chair. On se trouve dans une chair plus contemporaine, une chaire très engagée et activiste avec l'article de Julia Ayler-Smith. Donc,
Julia, veux-tu nous présenter ton travail? Ouais, ça va être un défi de résumer en quelques minutes. Puis oui, on passe vraiment d'une époque à une autre. Mais donc mon article prend pour point de départ le travail d'une artiste chilienne, Hija de Perras, qui est décédée en 2014 et qui était une artiste drague, travestie, qui faisait surtout de la performance, mais était également chanteuse, animatrice et même autrice. Elle écrivait des essais qu'elle publiait. Et évidemment, donc, un personnage qui était excessivement, qui était dans l'excès et qui était excessivement provocatrice. Puis, dont les performances impliquaient souvent, portaient souvent des prothèses de seins, de vagin. Puis, ces performances impliquaient souvent des fluides corporels, des faux fluides. Donc, sa pratique était beaucoup dans l'artifice. Les fluides qu'elle utilisait dans ses performances étaient comme faits à base de jus de fruits ou de dulce de leche. Parce que je n'ai pas mentionné, mais c'est une artiste chilienne, pardonnez-moi, qui est de Santiago et qui est donc née en 1980 et décédée en 2014 de complications liées au sida. Donc, juste pour mettre les choses en contexte. Et dans ses performances, donc, il y a évidemment beaucoup de fluides corporels et beaucoup de gestes d'extrême violence, comme se éventrer, faire jaillir encore des différents types de fluides de son corps de manière artificielle encore là, comme des faux serpents en bois, dans un sac en plastique plein d'eau, donc faire gicler des liquides, mais également donc se couper les seins en prothèse, donc des seins en plastique, en latex, jouer avec différents accessoires, des dildos, donc aussi utiliser énormément d'accessoires et la plupart de ses performances faisaient référence à évoquaient des gestes de sexualité souvent de type non reproductive, donc le plaisir, la jouissance, et tout ça amalgamé de thèmes comme l'univers domestique et le contexte politique du Chili à l'époque, donc des années 2000 à 2010, puis tout l'héritage évidemment de la dictature d'Augusto Pinochet. Donc, dans mon article, ce que je cherche à explorer, c'est pourquoi cette pratique aussi provocatrice. C'est une personne qui a présenté son travail majoritairement dans des bars, dans des discothèques, dans des scènes donc underground, mais éventuellement, elle a commencé à s'immiscer dans des milieux plus institutionnels, donc publiant des essais à l'université et également faisant des performances dans des musées. Alors, je cherche à comprendre, donc, qu'est-ce que fait cette artiste qui vient vraiment perforer la peau, la chair, puis qui est délibérément provocatrice dans ses actions. Et comment ça s'inscrit dans une histoire de l'art chilienne qui est très engagée, très lié donc à une contestation du pouvoir politique. Puis aussi, comment son travail s'inscrit dans une logique néolibérale où il y a tout un discours à l'époque qui se veut très ouvert, très inclusif, très progressiste, qui s'ouvre à des idées comme le mariage homosexuel, mais qui a encore beaucoup de difficultés ou qui est plutôt dans le discours, justement, et non réellement dans le changement des lois. Donc, c'est un peu comment ce travail vient refléter ou revendiquer des droits pour les citoyens chiliens et chiliennes. J'essaie de voir... j'essaie de voir qu'est-ce que je peux dire d'autre. J'explore aussi comment
comment elle s'y est pris pour s'immiscer dans ces contextes-là plus institutionnels, donc souvent jouant avec son apparence parce qu'elle avait une apparence très remarquée, où elle se maquillait excessivement, puis s'habillait, elle faisait apparaître ses prothèses, puis elle était souvent presque nue, ou de manière très provocatrice. Mais donc, comment elle a utilisé son apparence pour s'immiscer dans ces endroits-là. Et j'ai perdu un peu le fil de ma pensée. Je pense que c'est bon. On reviendra de toute façon pour en parler. Je pense que ça sert bien d'introduction. Oui. Merci. Puis, j'ai pas dit merci beaucoup à Didier pour l'invitation, puis à la revue Espace aussi pour cette opportunité. Super. Donc, on reviendra aux images percutantes et importantes. Puis, allez voir, c'est bien, on voit le dossier, on le voit exister, on met des images ensemble, mais là, de voir les images de Titien et de voir les images de Icha, c'est assez percutant de voir la juxtaposition entre les deux. Mais il y a aussi des parallèles dans la position. La composition. Juste la position de la femme, là, avec les jambes entrouvertes, puis... Puis le visage en extase. Oui. On y reviendra. On aura la chance d'en reparler. Donc, Cécilia. Oui. Cécilia, tu fais exception parce que tu n'es pas dans le dossier. Je fais le pont. Hein? Je fais le pont. Tu fais le pont. En fait, entre le magazine. Tu fais le pont entre le magazine, mais tu fais le pont sur... là, c'est un autre... Tu fais le pont avec un ancien numéro, le dernier numéro sur La Voix qu'on a sorti, qui était le numéro sur lequel André Louis a travaillé. Et c'était pas dans le dossier, mais j'ai écrit un compte-rendu de la biennale Flux, qui était la première biennale... Transnationale Noire. Transnationale Noire, merci pour le titre complet. Oui. Et dans le contexte de cette biennale-là, tu as exposé comme artiste, mais tu as aussi présenté de travail comme commissaire. Exactement. Et pour moi, pas pour faire plus de promotion de la revue, mais j'écris dans le texte que pour moi, tu étais une des personnes les plus importantes dans tout ça à cause de ton travail comme artiste, que je trouve exceptionnel, mais aussi à cause du travail de commissariat que tu as fait à la Maison de la Culture, qui, je crois, reliait beaucoup des éléments qui étaient forts de la Biennale. Et les deux, ton œuvre et l'œuvre de commissariat que tu as fait, ils sont très en lien avec cette idée, ce concept de la chair, dans sa matérialité, dans sa représentation contemporaine. Et donc, je voulais t'inviter pour que tu parles un peu de cette pratique artistique, mais aussi de ce projet de commissariat que tu as fait. Et pour, ça un peu nous donner un contexte... relié à ça. Ouais. Déjà, merci Didier. Merci pour ces super mots aussi. Donc, ça me met bien. Par rapport à ce projet, je trouve que c'est vraiment un bon panel aussi. Il y a des très bons liens. Donc, par rapport au corps et par rapport à comment ce corps il est mis de l'avant pour pouvoir un petit peu le rendre attractif, le rendre comme juteux quelque part quand on voit de Titien. Donc, et aussi on parle aussi de cette violence aussi de ce désir du corps. Donc, c'est ce que j'essaie de parler aussi dans mon travail finalement. Donc, je rapproche ça plus proche. Et en tant que tel, pour mon travail, donc par exemple pour l'image d'avant, on peut commencer par Peau nature morte. Donc c'est une série que j'ai réalisée en 2020, donc pendant le confinement. Et comme vous voyez, j'ai collé sur mon visage de la peau d'ananas. Donc la notion de chair, c'est la superposition de la peau, de la chair de ce fruit exotique sur ma peau. Étant donné que dans le monde extérieur, je suis vue comme quelqu'un d'exotique, j'ai vraiment mis l'emphase en fait sur cette association de ces deux chairs finalement, collées l'une à l'autre. Et en soi, il y a l'idée d'une perception en fait de mon corps dans la société dans laquelle on est, donc occidentale. Moi, donc je suis née en France, mais j'habite au Canada depuis 10 ans. Mais je viens justement d'un territoire qui est quand même le berceau en fait de toute cette histoire coloniale, esclavage, colonisation, et puis on va dire consommation, fruits, canne à sucre, imaginez tout ce que vous pouvez imaginer. Donc
c'est dans ces images-ci, j'essaie de jouer en fait sur cette réflexion-là, du fait que moi, quand je me lève le matin, je suis juste Cécilia, mais dès que je sors, je suis dans une sorte de représentation. Donc là, on peut aller avec l'artiste que tu as présenté. Donc il y a cette idée que je suis moi, mais il y a aussi une représentation un peu sur moi dans la société que je dois jouer avec. Et avec ces écailles ici, c'est une histoire de masque, de costume que je dois porter en permanence et que des fois c'est lourd à porter. Donc dans une des œuvres, il y en a une qui s'appelle Asphyxie, donc ça peut être quelque chose d'assez étouffant. Et pour d'autres fois, je peux des fois en jouer, des fois faire avec, tout simplement. Je ne sais pas si je réponds en soi à la question. Ça, c'est les images de l'expo, mais j'ai aussi les images. Tu viens juste de faire une installation et tu m'as envoyé les images. Donc là, on les voit beaucoup mieux. Donc, beaucoup plus tu veux peut-être en parler un peu de ceux-là, oui. En plus, c'est intéressant parce que dans ce contexte-ci, j'ai un peu retransformé la réflexion du travail. Donc, comme je disais, la notion de masque qu'on est obligé de porter. Mais dans ce cas-ci, c'était à Toronto, donc à J44, dont j'ai présenté cet été. Et je l'ai renommé d'une autre manière. Donc là, c'était Peau Nature Morte, Tropical Market. Donc, vu la disposition de la vitrine, j'ai vraiment voulu jouer avec l'idée de boîte et de caisse, en fait, de fruits exotiques. Donc, j'ai vraiment voulu réfléchir sur la notion de local, pas local, quelque part. Parce qu'en soi, que ce soit l'ananas ou la banane, ce sont des fruits tropicaux qui ne viennent pas ici, qui ne poussent pas ici, mais qui font partie en fait de notre quotidien. On en mange tous les jours, c'est acquis. Donc il y a cette notion de familiarité pour ces fruits, alors que pour moi, par exemple, si je dis que je viens de France, mais c'est à peu près la même expérience pour les gens qui sont nés ici, mais qui sont noirs comme moi. On va leur demander d'où ils viennent, et quand ils vont dire, par exemple, Québec, ça ne va pas aller directement dans le cerveau de la personne en face. Donc c'est vraiment cette idée pour ces fruits-ci, c'est le quotidien, c'est limite accepté et local, mais mon corps, lui, n'est pas considéré comme local. Donc c'est un petit peu cette idée de moi je suis ici aussi, je suis tout aussi acceptée et acceptable que le fruit qui est dans le quotidien de tous les jours. Donc c'est un peu sur ce jeu-là que je voulais articuler cette œuvre-là. Oui, j'aime bien les images que tu m'as envoyées. J'ai beaucoup aimé les détails que tu m'as envoyés parce que le concept de chair que tu développais déjà dans l'installation à Flux, dans la photo ici, vient prendre une architecture, vient adopter l'espace, devenir du wallpaper, vient tout un peu pousser ce concept de chair pour qu'il sorte vraiment du corps, qu'il sorte de ta propre représentation de l'image pour sortir dans l'espace. Puis vraiment l'idée de multitude aussi, tu vois, c'est que là, ma photo, c'est comme le fruit un peu plus tard, mais il est vraiment entouré d'autres. Puis c'est vraiment cette idée de surabondance aussi. Donc il y a l'idée de consommation qui est présente, parce qu'en soi, tout part de là, en fait. L'idée de consommer le corps, consommer les fruits. Et aussi, vu qu'on parlait de corps noir, mais là, on parlait de corps noir masculin, donc il y a aussi comme j'aime à dire, je parle sur mes couches identitaires à chaque fois, donc moi je suis une femme aussi, donc il y a une idée encore de consommation et de désir supplémentaire que je dois porter. Et donc ça aussi, c'est de le traiter. Des fois, en ne le montrant pas, par exemple, parce que souvent dans les photos, je coupe au niveau de la poitrine. Ce n'est pas innocent. Donc, oui, c'est vraiment pour montrer qu'il y a aussi toute cette tension il y a ce désir du corps noir, cette peur du corps noir, mais aussi cette idée de vouloir le consommer d'une certaine manière, de vouloir le mettre dans un certain emballage quelque part. Donc oui, il y a à peu près tout ça. Avant de continuer la conversation, j'aimerais que tu parles aussi un peu du travail de commissariat, parce que je pense que ce que tu as amené de l'avant maintenant avec
plusieurs identités. Le concept de chair, je pense, nous donne la possibilité de parler d'intersectionnalité et d'être, de vécu multiple pour une personne et une identité. Et une chose que le projet que tu as fait, le commissariat pour à la Biennale Flux, c'était une expo qui portait sur le cheveu. Oui. Le concept de chair, je pense qu'on le voit bien à travers le dossier, mais il sort vraiment de la peau, sort de la matérialité de la peau et peut se pousser à d'autres parties du corps. Et je pense que le projet que tu as fait pour Influx ici était excellent pour illustrer ce point-là. Donc, je t'en remercie. L'exposition Entre là, ouais. C'était vraiment une expo où je voulais jouer sur l'idée du cheveu en particulier, parce que le cheveu afro a un contexte, une réflexion, enfin ça apporte beaucoup de réflexions particulières, donc beaucoup de désirs aussi, mais aussi de mécompréhension du cheveu, parce que malheureusement il n'est pas trop vu dans l'espace public, peut-être de plus en plus, mais ça reste toujours quelque chose de très compliqué à mettre de l'avant. Mais mis à part ça, j'ai voulu plus me concentrer sur l'expérience, on va dire, noire par rapport à nos cheveux. Comment ça a un lien social aussi, un lien familial. Donc ça veut dire beaucoup plus que le monde extérieur qui peut des fois le critiquer, le ridiculiser. Moi, par exemple, dans mon expérience personnelle, c'était mettre mes cheveux comme ça aujourd'hui, c'était un peu particulier parce que ça venait toujours par des questions toujours assez énervantes ou des contacts involontaires ou justement aussi cette idée que ça a ramené à quelque chose de pas beau finalement. Et là, dans ce contexte-ci, justement, c'est de renverser la vapeur, de voir ensemble avec les trois artistes, donc avec Amanda Préval, avec Sharon Norwood et Bastic, donc Annick Jasmin, et de vraiment travailler ensemble sur la beauté du cheveu, sur sa matérialité, mais aussi sur l'aspect de rassemblement, de se sentir soi et à l'aise aussi entre soi. Parce que moi, ça me ramenait avec des situations où, avec des amis, on se fait les cheveux. Et c'est vrai, ça indique une notion de confiance, de se sentir à l'aise. Et donc là, dans cet espace-là, ça faisait une sorte de petite bulle où on pouvait se sentir bien. D'ailleurs, petite histoire, lors de l'exposition, il y avait une petite fille, donc elle était métisse, et je me rappelle qu'elle jouait dans l'une des œuvres d'Amanda Préval, celle qu'on voit avec la forme de crinonyle. Donc, elle avait ses cheveux lâchés, ça avait vraiment fait quelque chose de très spécial pour moi parce qu'on voyait que ça marchait. Donc, c'est vraiment comme une sorte d'espace, de safe space en fait dans cet espace-ci. Alors, je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais bon, voilà. Oui, non, c'est excellent. Je pense que puis on va ouvrir la conversation, mais je pense que cette idée cette image que tu évoques avec la jeune fille qui s'identifie dans l'œuvre, qui s'identifie dans l'exposition, revient un peu à Itai, ce que tu évoquais plus tôt quand tu parlais du succès ou du non-succès de l'exposition, qui est de reprendre une œuvre qui a été exposée maintes fois, mais de le recontextualiser, de le replacer pour que la chair ne devienne pas... ne limite pas sa lecture et ne limite pas son accessibilité, ne limite pas... Et pour la contextualiser et la rendre contemporaine. Et donc, peut-être retourner, Itai, à cette idée que tu as commencé, de peut-être un peu parler des œuvres contemporaines qui ont été mises dans l'expo, mais de retourner sur le succès ou le non-succès et qu'est-ce qui fait que cette chair a évolué, continue d'évoluer même si elle a été peinte il y a des centaines d'années. Et je vais commencer peut-être par une anecdote, enfin pas une anecdote vraiment, mais une observation que j'ai faite, mais qui m'a été rappelée à l'esprit par ce que tu as dit au début de la conversation. Tu as dit, bon, déjà que ma proposition était la seule qui parlait de peinture et que je ramène la peinture peut-être un peu dans le présent. Et plus tard, après avoir déjà remis l'article, je visitais la Biennale de Venise cette année. Et j'étais quand même surpris d'abord du retour en force de la peinture, qui était très très présente, et la peinture qui vraiment
dans la ville même de Titien, donc il y avait une espèce d'ironie intéressante peut-être. Et donc à Venise même, beaucoup de peintures qui parlaient justement d'un point de vue très contemporain de la chair. Je ne sais pas si vous le savez, enfin vous certainement, le public peut-être aussi. Et la Biennale cette année, l'exposition centrale, la Biennale était vraiment avait comme sujet l'humain dans ce qu'il a du plus à la fois perméable à d'autres espèces, à d'autres types d'existence, mais aussi à cette, disons, à ces seuils difficiles à définir entre le charnel et le spirituel, ou entre l'identité et la biologie, en quelque sorte. Bon, je l'explique mal, mais en tout cas, c'était vraiment une exposition très intéressante. Et il y avait énormément de peintures et très peu de vidéos, par exemple. Donc, la peinture et la chair, toutes les deux, reviennent un peu sur le devant de la scène, alors que, pour revenir à l'exposition de Boston, les deux œuvres contemporaines ne sont pas des œuvres de peinture, ou pas tout à fait, en fait, dans le cas de Barbara Kruger, il y a quand même une citation directe de la peinture de Titien, mais ce qu'on voit là, mais c'est une affiche, en fait, comme elle fait d'habitude, mais c'est une œuvre d'art, mais c'est aussi ce qui accueille le visiteur et la visiteuse qui arrive au musée. Et ça s'appelle, le titre de cette œuvre, c'est Body Language, donc c'est le texte qu'on lit. Et c'est un titre qui est en soi, évidemment, à la fois évoque à la fois le physique et l'abstrait, donc le mot et la chair, body, mais aussi le mot qu'on utilise pour en parler. Et qui a aussi la particularité, mais là encore une fois je ne veux pas faire un spoiler de ce que je dis dans l'article, mais et qui est à mon sens un argument en faveur du discours pour encadrer, très littéralement dans cette image, le discours encadre l'image, et du discours qui vient disons, en relation et en interaction avec les images. C'est-à-dire que par le discours, par les mots, par le langage, on peut prendre ces images qui, selon la mythologie de la culture occidentale en tout cas, valent 1000 mots et parlent toute seule mieux que le langage verbal. Mais en fait, nous dit Barbara Kruger peut-être, non, en fait, pour vraiment regarder ces images aujourd'hui, il faut en parler et il faut avoir une conversation. Et cette conversation-là, elle passe par le langage et elle ne passe pas seulement par une espèce de silence ébahi devant ces images. Donc la chair est quelque chose qu'on montre, mais aussi quelque chose qu'on discute, qu'on aborde par la conversation. Et c'est ce que nous propose, je pense, par cette œuvre très monumentale et, à mon avis, très réussie. L'autre œuvre, c'est une vidéo, en fait, de ces deux artistes dont on taira le nom parce qu'on l'a oublié, mais bon, bref. Deux artistes contemporains qui travaillent ensemble, et un homme et une femme, donc la femme est aussi la performeuse. Et là encore, il y a un changement de registre par rapport à Titien, mais pas seulement par l'ajout du texte, mais aussi par le passage du tragique et du dramatique vers le comique et le sarcastique. Et donc, cette œuvre raconte les histoires mythologiques abordées par Titien, mais du point de vue des femmes qui sont le protagoniste, mais qui, dans les peintures de Titien, sont les réceptacles passifs du désir masculin. Et souvent, il y a aussi des nuances là-dessus aussi.
à voir dans l'article. Et donc, le texte de ce film et aussi tout, en fait, le costume, le décor. Et c'est très, très drôle. C'est une espèce de version contemporanisée de formules de comptines traditionnelles qui sont très sexistes à la base, mais qui deviennent ici une espèce de célébration de la résistance féminine. Donc, c'est très intéressant. En même temps, c'est très timide aussi dans l'exposition. La vidéo elle-même n'est pas du tout timide, mais dans l'exposition, c'est quand même, elle est ailleurs dans le musée, et elle n'est pas vraiment face à face de peinture. Et donc, on peut très bien aller voir Titien et rater complètement cette vidéo, mais elle est là quand même. Et c'est un bon début, alors que la version européenne de l'exposition était vraiment beaucoup plus traditionnelle. Et si je peux juste mentionner peut-être un des points que je trouvais les plus intéressants, et même si ça ne répond pas du tout à ta question, je vais un peu loin. Mais bon, c'est quand même vraiment, je trouve, un des points les plus intéressants que j'essaie de traiter. Et ils ont changé le titre de l'exposition. Et alors, au-delà de l'ajout de ces œuvres contemporaines et de tout le discours qui vient avec, l'exposition s'appelait en Angleterre et en Écosse Titian Love, Desire, Power. No, Love, Desire, Death. Voilà. Ce qui est, comme je dis dans l'article, un titre qui est tout à fait du registre discursif des telenovelas, des opéras romantiques, et même de cette expression évidemment complètement obscène qu'on utilisait jusqu'il n'y a pas longtemps, le crime passionnel. C'est-à-dire cette violence qui est de la violence, oui, mais elle vient d'une vraie passion. Et donc, un titre qui était vraiment à la limite de l'inacceptable, je pense. Et je ne vais pas parler avec les commissaires de l'exposition états-unienne, mais je pense qu'ils sont arrivés à la même conclusion. Et ils ont changé complètement le titre de l'exposition, qui s'appelait à Boston Titian, là maintenant j'ai un blanc, Women, Myth and Power. Donc, 3 mots, la même structure, mais déjà, premier mot, women. Donc, ce n'est pas une violence abstraite, c'est une violence qui a un genre qui l'opère et un genre qu'il a subi dans ses peintures, très souvent. Encore une fois, pas toutes, mais bon, c'est la tendance générale. Et puis, mythe, pour nous rappeler qu'il ne s'agit pas d'histoires innocentes, mais il s'agit de mythes fondateurs de notre culture et des mythes qu'on peut déconstruire, du coup, mais qui ont eu une postérité terrible. Et puis, power, pour nous rappeler aussi qu'il ne s'agit pas vraiment des histoires d'amour qui ont dégénéré, mais qu'il s'agit en fait de relations de pouvoir et de jeux de pouvoir très désastreux. Donc, voilà, donc, par le changement de titre, tout notre regard en fait sur ces œuvres a pu changer, alors que souvent on pense que le titre des expos c'est un peu cosmétique, c'est un peu pour attirer le public, mais en fait là il y avait un vrai statement politique, je pense, qui était très intéressant. Bon, désolé, je suis allé un peu loin. Non, je pense que c'est bon. Mais bon, ta question est assez générale. Ouais, non. Non, mais et ça donne l'opportunité aussi de souligner que avec Itai nous a envoyé le premier jet de l'article et on a une conversation sur mettre de l'avant les œuvres contemporaines de façon plus importante. Et je pense que ce que ton article fait bien, puis là je le constate maintenant que je vois tout ensemble, c'est qu'il y a 3 œuvres contemporaines. Il y a l'œuvre de Barbara Kruger, il y a cette œuvre ici, et ensuite il y a l'œuvre du commissaire, il y a l'œuvre de la recontextualisation de l'œuvre, et tu le décris bien, je pense, dans la pièce, qui est vraiment toute cette intervention-là devient en elle-même une pièce qui reprend l'œuvre de Titien et qui la remet en contexte. Puis c'est bien illustré avec le titre, le changement du titre qui fait ça. Fait que je pense qu'on a eu un peu déjà une conversation avant que le panel commence sur le commissariat et tout ça, et je pense qu'on le voit bien ici, ce genre de l'importance de la mise en scène et du contexte. Tu voulais dire quelque chose? Oui, vas-y. Tu as lu mon regard. Oui, j'ai vu Oui, je trouvais vraiment intéressant que
que dans ce travail-ci, en fait, même dans ton article en général, je te tutoie, ça va? Oui, bien. Ok. Que, en fait, ce qu'on me dit, oui, ça remonte à loin, ça sert à quelque chose, mais toutes ces histoires, elles sont vraiment imprimées dans nos têtes. Ça fait vraiment partie de notre quotidien, notre imaginaire. Et du coup, quand on parle de rapport de pouvoir, moi, je pense à Carmen de Ravel, on pense à toutes ces histoires qu'on apprend à l'école à chaque fois, et puis à chaque fois, elle meurt à la fin. C'est quel message on te donne, en fait? C'est du genre, bah oui, sois libre, mais attention. Donc, c'est vraiment bien de pouvoir prendre un instant et se dire, bon, on va décortiquer tout ça, on va ouvrir, hein, et on va voir un peu comment ça fonctionne, pour vraiment se dire, bah ça va pas, et justement trouver peut-être d'autres solutions. Donc, c'est très bien que justement les commissaires, ils aient changé le titre, donc c'est pour dire qu'on change d'angle de vue. Et c'est ça aussi qui fait que, entre l'expérience que est-ce que tu avais vu celui en Angleterre aussi? Je l'ai pas vu, mais j'ai vu la documentation et j'ai lu le catalogue qui n'a pas changé en fait. Donc qui n'a pas inclus toutes ces réflexions malheureusement. Pas encore, on espère peut-être. Je pense que ça va rester comme ça malheureusement. Donc d'où l'importance aussi de travailler sur ça finalement. Et on voit comment les artistes contemporains, comme l'artiste de Julia, Hija de perra. voilà, et sont conscients aussi de ces schémas qu'ils ou elles ont hérités et qu'ils cherchent, si je comprends bien, à déconstruire à leur façon. Oui, et puis je pense que Julia, une des choses qui est aussi arrivée quand on a reçu tous les textes pour le dossier, André-Louis et moi, on a regardé et on s'est dit, merde, on attendait d'avoir plein de performances, plein de travail, plein de textes qui réfléchissent la performance à cause de l'air, mais aussi à cause de la chair comme étant quelque chose en mouvement, en devenir. Et vraiment, le seul texte qui réfléchissait beaucoup sur la performance était le tien. Et la performance dans le travail de Hija est tellement est activiste et est un peu à la marge, existe un peu puis ça t'en parle bien dans comment est en tension avec le monde de l'art mainstream. Mais je pense que c'est un texte qui nous laisse penser comment la performance au 20e, au 21e siècle, comme mode activisme, mais comme body art. Barbara Kruger, je pense, son body language est bien, évoque cette idée de body art, de cette tradition, met bien de l'avant comment la performance donne la possibilité d'exprimer cet excès de la chair, cet excès, ce vouloir en devenir. Et je sais que tu as travaillé avec le travail de Hija de Perra depuis ta maîtrise. Tu as déjà fait une expo. Tu portes un chandail en son honneur. Et donc, je me demande comment tu analyses ce travail à travers ce performatif, cette archive qui est très éphémère, ce corps qui n'existe plus, mais qui existe en documentation, cette chair qui semble avoir péri trop jeune. Je pense que ça amène beaucoup de défis pour toi de le définir. Oui, c'est une grande question. Mais donc, oui, j'ai fait un projet d'exposition avec son travail en 2019. Puis, ça avait impliqué... Donc, au départ, j'ai découvert son travail au travers de d'autres artistes contemporains qui disent que cette artiste est importante pour eux, qu'elle était une inspiration. Puis, c'est une artiste qui avait beaucoup publié, donc son travail avait circulé quand même dans ces réseaux-là. Mais il y avait aucune exposition qui avait été faite, aucune publication. Donc, dans mon travail, j'étais intéressée. J'ai voyagé au Chili, j'ai rencontré la mère de l'artiste, ses amis. Puis l'objectif, c'était un peu de constituer une archive de ce travail-là. Dans l'exposition, j'ai présenté beaucoup de photographies, des vidéos de performance. Donc ça, c'est surtout ses amis, sa communauté qui avait fourni le matériel. Mais j'ai aussi présenté des éphéméras, des objets éphémères comme des chandails et des macarons, les disques parce qu'elle était également chanteuse. Donc ce type d'objets qui viennent aussi peut-être ramener l'artiste au présent, puis étant donné que c'est aussi des objets que les gens portent encore aujourd'hui, puis qui sont portés dans des contextes de marche et de manifestations,
Donc, son message est encore porté aujourd'hui. Donc, pour ça, je réponds un peu à la question du volet recherche commissariat, puis comment faire porter son corps, sa chair dans le présent. Sinon, en lien avec la performance, une chose qui m'est venue en tête en écoutant ta question, c'est à quel point sa pratique était dans l'impact. Puis, elle était vraiment intéressée à comment cet impact qu'elle peut avoir sur les limites, nos propres limites en tant que ce qu'on peut absorber, ce qu'on accepte, les limites de l'acceptable puis du respectable. Comment ce choc-là visuel et aussi intellectuel nous permet de réfléchir puis de nous poser des questions. Donc, à ce niveau-là, je pense que le travail performatif a cette puissance-là, ce pouvoir-là d'agir comme dans le quotidien. Puis également, une des choses qui m'a beaucoup intéressée avec cet artiste-là, c'est que j'arrivais pas à comprendre si c'était un personnage ou si c'était une personne. Parce qu'en fait, la distinction entre elle sur scène et elle dans sa vie était vraiment poreuse pour moi, en faisant mes recherches au départ. Donc, j'étais comme, est-ce que Hija de Perra, c'est une artiste ou c'est une personne? Puis, je pense qu'elle jouait beaucoup sur cette je dirais, est-ce que c'était un personnage ou c'était une personne comme une autre? Puis elle joue beaucoup sur cette limite-là, sur cette frontière-là. Donc, elle n'enlevait pas son costume ou son maquillage quand elle finissait ses performances. Elle rentrait chez elle, habillée comme elle était. Donc, elle était son personnage drague en tout temps ou presque. Puis, avec toute la dimension de danger que ça peut... que ça représente au Chili, à Santiago, souvent aux petites heures du matin. Donc, puis elle faisait exprès, par exemple, de prendre l'autobus pour se rendre à ces événements, pour vraiment que son travail se fasse en dehors de seulement la scène ou du contexte, dans le cas des musées. Ouais. Alors, je pense que j'ai pu toucher à... Oui, non, c'est super. Il y a beaucoup à dire, mais... Oui. Et ça me fait penser, Cécilia, cette idée que Julia met de l'avant de personnages, de personnes, le travail que tu nous présentes en lien avec ton travail, ce que tu dis en termes d'une peau, d'une forme de représentation, avec l'idée de cette chair de Stanley que j'ai évoquée au début, ce que tu mettais devant avec ton propos et cette... dans le self-portrait, et le fait de ne pas être capable de se dissocier de cette chair, que cette chair devient éplaquée sur toi aussi, et de faire un travail qui l'évoque, mais aussi qui crée une tension entre la beauté et la vulnérabilité. Je pense de cette position, c'est pas toujours... c'est pas facile, c'est très vulnérable comme position. Et donc, non seulement tu le fais comme artiste, mais tu le fais aussi comme commissaire. Et tu le fais, je pense, d'une position qui donne ces deux perspectives, où est-ce qu'il y a une mise en valeur, une beauté, une célébration, mais aussi une représentation qui m'égarde ou qui critique le genre de regard qui t'est posé. Donc, je me demandais un peu comment jouer avec cette... jouer, c'est pas le bon mot, mais comment adopter cette perspective comme artiste et comme commissaire. Comment tu te places par rapport à ça? Comment ça... mettre ta propre chair de l'avant et la chair des autres, comment tu gères cette relation-là? Je navigue. Tu navigues. C'est vraiment... et je réfléchis à ce que tu disais d'ailleurs avec Hija de Perra. C'est vraiment de dire de pouvoir peut-être titiller un peu le système tel qu'il est, parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas le combattre tout seul avec un micro, là, en l'occurrence. Donc, c'est de faire avec ce qu'on a, avec les outils qu'on a, et de naviguer un petit peu à vue avec les limites qu'on a, et peut-être essayer de les contourner. Ça va être un peu comme ça que je joue. Je reprends. Donc, quand je réflexionne entre ma pratique de commissaire et d'artiste,
parce que je les trouve très liées l'une à l'autre. Au début, j'ai eu une difficulté à me dire est-ce que je dois choisir l'une ou l'autre. Et à un moment, un autre commissaire, on a eu une bonne discussion ensemble et m'a fait réaliser non, les deux vont ensemble en fait. Donc oui, dans mes réflexions, j'essaie toujours de trouver les angles morts en fait des narrations officielles, essayer de questionner les choses pour qu'après que les gens qui regardent mes œuvres ou qui regardent les expositions que j'organise, c'est au début ça se passe bien, c'est joli, ça se passe bien, mais après quand tu rentres chez toi, il faut qu'il y ait un pouc qui se passe et que tu te mettes à questionner un peu tout autour de toi. Pour revenir par exemple avec Pour Nature Morte, c'est vraiment sur l'idée de la présence de l'exotisme, de l'idée d'exotisme en permanence. Là, on sort de l'été bientôt. Beaucoup d'entre nous avons porté des chandails avec des ananas, des avocats, avec tout ça. Donc c'est vraiment de réfléchir un peu, oui, mais pourquoi je fais ça en fait? Pourquoi ça m'attire autant? Pourquoi il n'y a pas des choses comme ça avec des pommes, par exemple? Il y a des choses comme ça qu'il faut se questionner. Donc c'est un peu de cette manière-là que j'essaie de faire un peu une sorte de mise de côté et puis de se dire en fait oui, c'est à réfléchir ça. Donc c'est un peu cette manière-là que je fais mon travail en fait dans tout ce que je fais. Et je pense... Oui, vas-y, Tyler. Non, vas-y. Je voulais juste parler un peu de cette question de l'artiste qui met en scène sa propre chair, parce que pour faire un peu l'avocat pas du diable, mais de Titien, et c'est pas seulement l'exposition dont je parle qui a sauvé Titien, qui était lui-même un salaud sexiste. Probablement aussi, mais quand on présente bien ses œuvres, on voit que même ses œuvres déjà sont plus complexes que ça et plus ambiguës que ça. Et dans le cas de La Chair, peut-être moins dans ces œuvres-là, mais dans les œuvres de la même période, il faut se rappeler que c'est la période Titien, il a vécu très très longtemps, et quand il peint ces œuvres-là, et il continue à peindre plus tard, il est très âgé, il a 70 plus même d'âge. Ce qui à l'époque évidemment était extrêmement âgé, et on peut dire qu'il présente aussi par une nouvelle technique picturale très très fragmentée, très très audacieuse pour son temps, et il présente aussi le déclin de la chair et du coup peut-être de sa propre chair en fait. Il représente des corps lacérés, violentés, et pas toujours des corps de femmes d'ailleurs, et des corps torturés, des corps martyrisés. Donc on peut imaginer qu'il met en scène un peu sa propre déchéance physique, alors qu'on imagine qu'un artiste comme lui, une grande star vraiment au cœur du canon, n'aurait pas montré cette vulnérabilité. Je pense que si, un peu. Ça fait 1 heure qu'on discute déjà, donc ouais, ça passe vite. Donc, il serait temps d'ouvrir. Mais si vous avez des questions pour l'un ou l'autre, vous pouvez les poser aussi. Mais on va ouvrir la période de questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez aller vous mettre en arrière au micro. Mais entre-temps, si vous avez des questions... Toi, tu disais quelque chose que je t'ai interrompu. Ah oui, j'allais juste dire que ce que j'aime beaucoup dans les deux images, donc je pensais The Good, The Bad and The Ugly, avec cette série d'images, c'est que il y a 2 images où est-ce que une où est-ce qu'on te voit les yeux et l'autre où est-ce que les yeux sont en train de disparaître, ils roulent en haut. Et il y a un haunting, un genre qui se crée dans l'image que je crois qui amène toute une autre attention à la chair qui est très différente quand elle a des yeux. Et tout d'un coup, quand elle perd cette présence, quand elle devient presque vide, elle devient, je sais pas carcasse, mais devient sans âme ou devient possessed. Il y a tout un autre élément qui se dresse vraiment. Et donc, j'aime beaucoup la juxtaposition entre les 2 images parce que c'est la même chair, mais l'esprit est très différent dans les 2. Je pense qu'elle capture cette dualité. C'est très intéressant ce que tu dis. Tu parles de asphyxie, en fait, pour celle où j'ai les yeux qui révulsent. Oui. J'avais pas pensé à cet angle-là. C'est toujours ça qui est intéressant, c'est que des fois les œuvres, je pense que les œuvres elles ont leur propre identité aussi en fait. Elles s'en vont après dans leur propre vie, et donc j'ai pas forcément pensé à ça. Et en fait oui, parce qu'on voit avec celle-ci sans titre numéro 3, c'est son nom, elle n'a pas de titre.
Il y a vraiment cette idée aussi on ne sait pas ce qui se passe. Si on doit presser play, est-ce que le personnage enlève ou est-ce qu'il met? On ne sait pas. Même moi, je l'ai pourtant fait. Des fois, je me pose la question moi-même. Donc, il y a aussi cette idée de qu'est-ce qui se passe. Et pour l'autre, pour Asphyxie, c'est comme plutôt, pour moi, comment je l'ai vécu, c'était vraiment comme quelque chose, oui, on n'a plus d'air en fait. Et j'avais fait mes photos en fait un petit peu avant George Floyd, hein, c'était genre quelques semaines avant. Donc quand ça s'est arrivé, j'ai eu une sorte de moment. Donc il y a vraiment cette idée aussi des fois on n'arrive pas à respirer avec ce masque qu'on essaie de nous apporter. Qu'est-ce que ça peut nous apporter comme désagrément aussi notamment. Donc je ne sais pas s'il y a une idée de carcasse sans vie, mais c'est plutôt une idée de manque d'air, de manque d'espace pour pouvoir être soi. Et je veux juste faire, avant de vous remercier, pas chaque dossier, mais plusieurs de nos dossiers ont une œuvre associée avec. Et l'œuvre qui est associée avec ce dossier est une œuvre par Michaëlle Sergil, qui est une artiste montréalaise. Et c'est une super belle photo, une photo d'un tissage que Michaëlle a fait, tissage qui a un texte, et là j'ai un blanc, To Hold a Smile. C'est bien ça, André-Louis? Là, il est parti. Il va complètement laisser. Non, il dit non, oui. Qui est une œuvre que Michaëlle a fait, qui est un texte de Maya Angelou qui a été traduit 3 fois, français, anglais et créole. Et donc, la photo prend cette image de cette œuvre et on voit des mots de la chanson qui posent cette question sur le sourire, de tenir un sourire, ce que ça veut dire de tenir un sourire, la douleur qu'il y a en tenant un sourire. Et donc, le texte fait référence à ça. Donc, c'est une œuvre qui va être disponible en impression à l'achat avec la sortie du nouveau numéro. Et donc, je vais juste faire la promotion avant de quitter. Donc, je voulais remercier mes 3 panélistes. Merci beaucoup pour votre présence, votre contribution. Merci à toi. Merci à Papier. Et à vous. Et merci à André-Louis et l'équipe d'Espace pour cette opportunité. Allez vous abonner à la revue et acheter le dossier Cher qui sera sorti bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci.